Il se produit en ce moment un exode silencieux dont personne ne parle. Les personnes les plus conscientes, éveillées et psychologiquement développées se retirent discrètement de la société. Pas de colère, ni de drame, elles disparaissent simplement, quittent les réseaux sociaux, abandonnent leur carrière, mettent de fin à certaines relations et choisissent la solitude plutôt que la vie collective. Carl Jung avait prévu ce phénomène. Il l'appelait le retrait nécessaire. Lorsqu'une personne devient profondément consciente sur le plan psychologique, continuer à participer à l'inconscience collective devient non seulement désagréable, mais presque douloureux physiquement et psychiquement. Jung pensait que ce retrait n'est pas seulement inévitable pour ceux qui s'éveillent, mais essentiel. Plus la conscience s'élargit, moins il est possible de supporter la société telle qu'elle est. Ce n'est ni de l'évitement spirituel, ni une fuite. C'est un mécanisme de survie psychique face à une masse inconsciente. Si tu ressens l'envie de te retirer, de disparaître ou de tout quitter, Jung dirait que tu n'es pas asocial. Tu deviens simplement trop conscient pour contenir l'inconscience collective. Jung avait compris une chose fondamentale. La société fonctionne sur l'inconscient collectif, des illusions partagées, des projections communes, des zones d'ombre acceptées. Ce ne sont pas des dysfonctionnements du système, c'est le système lui-même. Et il ne tient que si chacun y participe inconsciemment. Mais dès qu'une personne s'éveille vraiment, pas seulement intellectuellement mais psychologiquement, elle devient comme un bug dans la matrice. Elle voit les projections dans lesquelles les autres vivent, les ombres qu'ils fuient, les jeux qu'ils jouent, sans en avoir conscience. Et une fois qu'on voit cela, il est impossible de ne plus le voir. Jung l'a expérimenté personnellement. Plus sa conscience s'élargissait, plus il trouvait les interactions sociales ordinaires insupportables. Non par arrogance, mais parce qu'il était éveillé dans une pièce pleine de gens qui dormaient. Chaque conversation exigeait de lui qu'il fasse semblant de ne pas voir ce qu'il voyait, de ne pas savoir ce qu'il savait, de ne pas comprendre ce qui se jouait sous la surface. C'est là la malédiction de la conscience. Tu te retrouves psychologiquement seul, même entouré de monde. Tu parles une autre langue, tu perçois d'autres dimensions, tu évolues dans une réalité différente. Et l'effort nécessaire pour combler cet écart, traduire sans cesse ta conscience au langage de l'inconscient collectif, devient épuisant. C'est pour cela que ceux qui s'éveillent finissent par se retirer. Non pas parce qu'ils haïssent la société, mais parce que rester en son sein revient à trahir leur propre conscience. Chaque jour les oblige à feindre le sommeil. Chaque interaction les contraint à éteindre leur lumière. Chaque relation leur demande de se réduire à moins que ce qu'ils sont devenus. Et un jour, la psyché dit « Assez, retire-toi, préserve ta conscience. Ne laisse plus l'inconscient collectif vider ce que tu as mis tant d'efforts à construire. » Jung avait découvert ceci. À mesure que tu intègres ton ombre personnelle, l'ombre collective devient insupportable à observer. Tu vois une société entière projeter sa noirceur tout en niant son existence. Quand tu as affronté ta propre capacité au mal, il devient atroce de regarder les autres la projeter sur des boucs émissaires. Quand tu as accueilli ta propre obscurité, voir la société désigner l'autre camp politique, ce groupe-là, ou ces gens comme étant la source du mal, c'est assister à une psychose de masse, car c'est exactement ce que c'est. Jung appelait cela le fardeau de voir. Celui qui s'éveille comprend que la plupart des conflits sociaux ne sont que des projections d'ombre. Les guerres sont des ombres collectives qui s'affrontent. Les divisions politiques sont des projections massives. L'indignation des réseaux sociaux, ce ne sont que des fragments d'ombre collectives cherchant une cible. Et une fois que tu le vois, participer devient impossible. Tu ne peux plus suivre la foule quand tu comprends qu'elle chasse sa propre ombre. Tu ne peux plus choisir un camp quand tu sais que les deux projettent. Tu ne peux plus accuser collectivement quand tu reconnais que ce n'est que de l'inconscient collectif à l'œuvre. Tu te retires non par sentiment de supériorité, mais par nécessité psychologique. Un élève de Jung l'a résumé parfaitement. Avant, j'avais des opinions politiques très tranchées. Puis, en intégrant mon ombre, j'ai compris que mes opinions n'étaient que des projections. Aujourd'hui, quand j'assiste à des débats politiques, je ne vois plus que deux groupes projetant violemment leur inconscient l'un sur l'autre, tout en appelant cela justice ou vérité. Je ne peux plus participer. Ce serait comme rejoindre une illusion collective. Voilà ce qui se passe réellement.
Les éveillés ne se contentent pas de voir l'ombre collective, ils la ressentent. La conscience rend énergétiquement sensible. Être entouré de projections inconscientes, c'est comme subir une violence psychologique. Ce n'est pas du jugement, mais une incompatibilité énergétique authentique. Jung l'avait lui-même remarqué. Après son processus d'individuation, la foule lui devenait presque insupportable. Non pas parce qu'il n'aimait pas les gens, mais parce qu'il percevait ce tourbillon d'inconscient, de projection, de refoulement et d'ombre, comme une tempête psychique dont lui seul semblait avoir conscience. C'est pour cela que les éveillés quittent d'abord les réseaux sociaux. C'est une machine de projection d'ombre en continu. Chaque défilement est une pluie de matériel inconscient. Chaque section de commentaires devient un ring de boxe de l'ombre. Pour quelqu'un qui a intégré la sienne, c'est comme regarder des gens se frapper eux-mêmes tout en accusant les autres de leurs blessures. Deuxième constat de Jung, une fois que tu as rencontré ton soi authentique, jouer le rôle de ta persona devient impossible. Or, la société exige uniquement cela, des performances de persona. Avant l'éveil, tu pouvais jouer à ces jeux sociaux sans t'en rendre compte. Sourire quand on l'attend, dire ce qu'il faut, jouer ton rôle. Mais après avoir touché à ton vrai soi, cette vérité plus profonde que tous les masques, retourner à la simple performance sociale revient à une mort psychologique. Car chaque situation demande une mise en scène. Persona au travail, rôle familial, identité sur les réseaux, opinion convenable, émotions acceptables. Pour quelqu'un encore identifié à sa persona, tout cela semble normal. Pour quelqu'un qui a trouvé son soi, c'est de la suffocation. Certaines personnes deviennent trop vraies pour des environnements qui exigent de la fausseté, trop authentiques pour des espaces qui imposent le jeu de rôle, trop entières pour des cadres qui ne tolèrent que des fragments. Jung cite l'exemple d'une de ses patientes, une cadre à succès ayant traversé le processus d'individuation qui décrivait son impossibilité à continuer ainsi. « Je participe aux réunions, tout le monde joue son rôle d'exécutif, dit ce qu'il faut dire, pense ce qu'il faut penser. Moi, je n'y arrive plus. On me demande d'incarner quelqu'un que je n'ai jamais été. Mon vrai moi n'a aucune place dans cette salle. Seule ma persona en avait une, et elle est morte. Elle n'a pas démissionné de façon spectaculaire. Elle s'est simplement effacée, doucement au fil des mois, quittant son poste et s'installant dans une petite ville où elle pouvait être elle-même plutôt que seulement réussir. Non pas par échec, mais par la réussite de s'être trouvée. Ce phénomène se répète partout. Ceux qui s'éveillent abandonnent les carrières où ils doivent porter un masque, mettent fin aux relations construites sur de faux rôles, quittent des cercles sociaux qui exigent la dissimulation. Ils n'échouent pas dans la société, ils réussissent dans l'authenticité. Mais ce succès les rend incompatibles avec la participation sociale. Jung avait compris l'enjeu énergétique. Maintenir sa conscience dans un environnement inconscient réclame une immense dépense psychique. Les êtres éveillés constatent que ce n'est pas viable. Vivre conscient au milieu des inconscients implique un travail invisible et constant. Filtrer les projections des autres, poser des limites face aux personnes qui drainent l'énergie, traduire la profondeur en surface, garder sa fréquence malgré le bruit, traiter non seulement son propre inconscient, mais aussi celui que les autres projettent. Jung appelait cela le travail psychologique. Une tâche épuisante. Chaque interaction exige de ne pas réagir aux projections, de ne pas absorber ce que les autres refoulent, de ne pas se laisser happer par les drames collectifs, de ne pas s'aligner sur la fréquence inconsciente ambiante, de ne pas trahir sa vérité juste pour maintenir la paix. Pour ceux qui restent inconscients, ce n'est pas un effort. Ils se laissent simplement porter par le courant collectif. Mais pour les conscients, c'est comme nager à contre-courant dans un raz-de-marée d'inconscience. On finit par devoir sortir de l'eau ou se noyer. Jung remarqua que ses patients les plus conscients développaient fatigue chronique, maladies inexpliquées, dépression, non pas par pathologie personnelle, mais à cause de l'usure provoquée par la lutte pour maintenir leur conscience dans des environnements inconscients. Le remède n'était pas la thérapie, mais le retrait des contextes qui les vidaient. Une enseignante, après un long travail intérieur, tomba dans une fatigue sévère. Les examens médicaux ne révélaient rien. En analyse avec Jung, elle comprit qu'elle dépensait une énergie colossale pour rester consciente au milieu d'élèves et de collègues inconscients. Elle n'était pas malade, elle était épuisée. Quand elle quitta l'enseignement pour s'installer dans une cabane en pleine nature,
son énergie revint en quelques semaines, non par repos, mais parce qu'elle n'avait plus à lutter contre la pression constante de l'inconscience collective. C'est pourquoi les éveillés disparaissent dans la nature, la solitude ou de petites communautés conscientes, non pour fuir leurs responsabilités, mais pour protéger la conscience qu'ils ont mis tant d'efforts à développer. Ils savent que la conscience est précieuse et limitée, et la gaspiller dans des interactions inconscientes revient à verser de l'eau dans du sable. Jung voyait ce retrait comme une étape archétypale, la phase de l'ermite, que traverse toute personne en individuation, non pas pour toujours, mais par nécessité. Car la psyché a besoin de solitude pour intégrer ce que la société fragmente. L'archétype de l'ermite n'a rien de misanthrope. Il est vital. Ce n'est pas une fuite, mais une nécessité psychologique. Lorsqu'on traverse une transformation profonde, on a besoin d'espace pour ne pas retomber dans ses anciens schémas. On a besoin de silence pour entendre sa propre voix intérieure, de solitude pour intégrer sans interférence. Jung lui-même a connu ces phases d'ermitage. Ces années à Bollingen n'étaient pas des vacances, mais une nécessité intérieure. Il devait s'éloigner de la conscience collective pour développer sa conscience individuelle. Il devait se détacher des projections des autres pour explorer ses propres profondeurs. C'est exactement ce que vivent aujourd'hui les personnes en éveil. Elles ne disparaissent pas parce qu'elles sont fragiles ou asociales. Elles suivent un modèle archétypal que l'individuation impose. L'ermite est celui qui peut intégrer son ombre loin des pressions sociales, laisser émerger son vrai soi sans masque, développer sa sagesse sans bruit extérieur et mener sa transformation sans interruption. Mais Jung insistait, cette retraite n'est pas une fuite, c'est une préparation. L'éveillé se retire non pour abandonner la société, mais pour développer ce dont elle aura besoin. Il porte en lui une sagesse en gestation, une vérité en maturation, une profondeur qui ne peut naître qu'en retrait. Un de ses analysants, philosophes, s'est retiré 3 ans de la vie académique. On crut qu'il avait sombré. En réalité, il avait franchi une étape. Dans la solitude, il intégra des visions impossibles à atteindre tant qu'il jouait son rôle universitaire. Quand il revint, il apporta des idées révolutionnaires, nées justement de son retrait du système qu'elles allaient transformer. La phase de l'ermite peut sembler une disparition, mais elle est en réalité un approfondissement. L'éveillé ne fuit pas. Il plonge là où la société ne permet pas d'aller. Il fait un travail qui n'est possible qu'en solitude, développant une conscience qui, plus tard, pourra nourrir le collectif. Et Jung offrait un espoir. Ceux qui disparaissent ne restent pas absents pour toujours. Ils reviennent, mais transformés. Pas pour rejouer les rôles inconscients, mais pour offrir leur conscience à ceux qui sont prêts à l'accueillir. Ils suivent le cycle du voyage du héros, retrait, transformation, retour, avec des dons. Mais ce retour ne se fait jamais au centre de la société inconsciente. Il se fait aux marges, dans les espaces où la conscience peut exister sans compromis. Ces habitants des frontières reviennent comme artistes, guérisseurs, enseignants, écrivains ou guides, mais toujours à petite échelle, toujours là où l'authenticité est possible. Ils ne peuvent plus réintégrer la masse. Une fois éveillé, on ne peut plus redevenir inconscient. Une fois soi-même trouvé, impossible de revivre à travers un masque. Jung avait remarqué que ses patients les plus individués ne retournaient presque jamais à leurs anciennes vies. Ils en créaient de nouvelles, plus simples, plus calmes, plus authentiques. Ils trouvaient des façons de contribuer sans sacrifier leur conscience, d'aider sans s'épuiser. L'une d'elles, une thérapeute, disparut 2 ans avant de revenir. Mais pas dans la pratique classique. Elle travailla uniquement avec de petites communautés de personnes en crise spirituelle, car c'était le seul cadre où sa conscience avait encore du sens. Elle était invisible pour la société, mais vitale pour ceux qui s'éveillaient. C'est ainsi que se dessine un modèle. Les éveillés quittent la société de masse pour réapparaître dans des poches conscientes, créant des structures alternatives, offrant de la profondeur à ceux qui la cherchent, mais restant invisibles aux autres. Jung voyait là une évolution en marche. Les pionniers s'éloignent d'abord, bâtissent des espaces et deviennent ensuite des phares pour ceux qui suivront. Ce qui ressemble à de l'abandon est en réalité de l'architecture. La construction des structures qui soutiendront l'éveil collectif quand il sera mûr. Jung résumait ainsi « L'éveillé ne peut plus tolérer l'ombre collective projetée par une société inconsciente. Son vrai soi
ne peut plus jouer les rôles sociaux exigés. L'énergie pour maintenir sa conscience dans l'inconscient devient insoutenable. La phase d'ermite devient indispensable. Il reviendra, mais seulement aux marges conscientes, pas au cœur inconscient. Cette disparition n'est pas un échec, mais une évolution. Ce n'est pas une faiblesse, mais une sagesse, pas un abandon, mais une nécessité archétypale. C'est le chemin de l'individuation. Se retirer, se transformer, revenir changer. La société y voit une perte, une trahison. Où sont passés les éveillés? Pourquoi se taisent-ils quand on a le plus besoin d'eux? Jung aurait répondu « Ils ne vous abandonnent pas. Ils préparent ce dont vous aurez besoin. » Dans leur retrait, ils développent ce que la conscience collective n'est pas encore prête à entendre. Dans leur silence, ils portent les mots qui viendront. Alors si tu ressens l'appel du retrait, sache que ce n'est pas de la fuite spirituelle. C'est une nécessité psychologique. Ton niveau de conscience ne te permet plus de jouer le jeu de l'inconscient sans te trahir. Ton retrait n'est pas de l'isolement, mais une étape initiatique. Laisse-toi disparaître, pas pour toujours, mais pour maintenant. Trouve ton espace de solitude, physique ou intérieure. Cesse de gaspiller ton énergie dans des interactions inconscientes. Cesse de jouer un rôle pour un public qui ne peut pas te voir. Cesse de traduire ta profondeur en surface. Ta disparition n'est pas de l'égoïsme. Elle est nécessaire. Le monde a plus besoin de quelques êtres pleinement individués que de beaucoup à moitié endormis. Et quand tu reviendras avec des dons qu'on ne peut forger que dans l'invisible. Les éveillés disparaissent non par rejet mais par amour. Amour de la vérité, de l'authenticité, de la conscience. Un amour qui dit « Je dois devenir entier, même si cela signifie être seul ». Jung nous inviterait à disparaître consciemment, à nous retirer avec un but, à utiliser l'ermitage pour intégrer plutôt que fuir, et à nous rappeler, cette disparition prépare quelque chose. Ce n'est pas quitter le collectif, mais ouvrir un chemin que d'autres suivront.